Baptiste Rapin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accordé votre temps précieux au Cercle Critique. Alors, tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Bien, merci au Cercle Critique de m'inviter à ces entretiens. Comme vous l'avez dit, je m'appelle Baptiste Rapin, j'occupe un poste de maître de conférence à l'Institut d'administration d'entreprise de Metz, qu'on appelle un IAE, depuis maintenant 6 ans. Et cela résulte évidemment d'un parcours précédent. J'ai débuté par une école de commerce qui s'appelait à l'époque Ceram Sophie Antipolis et qui est devenue aujourd'hui Schema Business School. Et c'est important de le signaler parce qu'au bout d'un an, devant le vertige intellectuel et existentiel que m'avaient procuré les cours de comptabilité, de marketing ou de communication, j'ai étoffé de m'inscrire à l'université de philosophie à Aix-en-Provence, si bien que j'ai suivi en parallèle 2 cursus, celui du management, avec donc une école de commerce, un DEA de gestion et une thèse en gestion, et celui de philosophie, du DUG, au DEA. Alors, je me permets de m'appesantir un peu là-dessus. La philosophie a consisté pour moi, en un premier temps, à trouver du sens à ce qui n'en avait pas. Autrement dit, la philosophie, et ça va rester pour moi, a d'abord une dimension existentielle, voire spirituelle si j'en crois Pierre Hadot, avant que d'être un jeu d'intellectuel et d'abstraction. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur de philosophie en école de commerce, qui s'appelle toujours Patrick Robert, et qui m'a mis en relation avec son directeur de thèse, avec qui il avait soutenu donc son doctorat, Jean-François Mattei. Et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer Mattei à Nice et que j'ai réalisé mon maîtrise et mon DEA de sa direction. Mon mémoire de maîtrise portait sur l'anthropologie primordiale chez René Guénon, puisque ce qui m'avait, si vous voulez, frappé dans l'école de commerce, c'était tous les phénomènes de déconstitution du sujet que Guénon appelait la contre-initiation, ou de la pseudo-initiation. Et c'est pour cela que derrière, je me suis tourné vers l'étude du coaching pour réaliser ma thèse, en voyant dans le coaching, précisément, une parodie d'initiation. Et j'ai ensuite poursuivi en DEA, en étudiant le symbolisme dans le Zarathustra de Nietzsche, toujours sous la direction de Jean-François Mattei. Et la rencontre avec Mattei est certainement à l'origine de 2 choses. La découverte de Heidegger, ou la redécouverte de Heidegger, puisque j'avais déjà eu les cours de Marlène Zarader, qui est une autre spécialiste de Heidegger, notamment un cours sur l'angoisse, qui m'avait fortement intéressé, puisque c'était précisément cette situation existentielle que je ressentais au milieu des outils de gestion. Mais avec Mattei, j'ai découvert un Heidegger mythique, symbolique, un Heidegger qui n'est pas un penseur de la déconstruction, comme on le dit, mais plutôt celui de la reconstruction mythique de la rationalité métaphysique. Et cet angle de vue-là, effectivement, ne m'a pas quitté depuis. Très bien. Alors, le sujet qui nous réunit, c'est, on peut le dire, alors c'est d'abord vos 2 ouvrages, Au fondement du management, théologie de l'organisation, le premier volume, et ce sera la conclusion de notre entretien, la question du management et Heidegger. Ou Heidegger et la question du management, pour le titre exact. Alors, à travers votre livre, Au fondement du management, théologie de l'organisation, le premier volume, vous partez d'un penseur, qui est James Burnham, et vous accréditez sa thèse, il est donc un visionnaire, sur son fameux livre, L'ère des organisateurs. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Donc, l'ère des organisateurs, ou le titre original en américain, The Managerial Revolution, la révolution managériale.
publiée en 1941 dans sa version originelle et traduite en 1947 à la demande de Raymond Aron et avec une préface de Léon Blum, pour dire que le management a une certaine élasticité politique. James Burnham, à l'époque, était un trotskiste dissident. Trotsky critiquait la dérive bureaucratique du régime soviétique, mais était persuadé que cette dérive n'était pas nécessaire. Elle n'épousait pas le sens de l'histoire, et il était toujours temps de redresser la barre et de redevenir plus fidèle à la vocation du, léninisme. Trotsky, et avant lui, 2 ans avant lui, Bruno Rizzi, un autre trotskiste dissident, considérait au contraire que la doctrine marxiste avait négligé une étape dans le processus de l'histoire qui serait celle du dépassement du socialisme par le management, par le règne des directeurs, par le règne des administrateurs qui s'emparent, si vous voulez, des leviers du gouvernement des populations. Et à ce titre, quand on constate aujourd'hui l'emprise du management dans la société contemporaine, c'est vrai qu'on peut considérer Burnham et Rizzi comme des visionnaires. Néanmoins, certains avaient déjà perçu cela avant. Frédéric Winslow Taylor, dans la préface des principes du management scientifique, qui date de 1911, insistait déjà pour dire qu'on pouvait appliquer le management scientifique à n'importe quelle activité humaine. Et d'ailleurs, les études qui étaient menées à l'époque sur la rationalisation de l'activité par son chronométrage portaient aussi bien sur la maîtresse de maison qui sert le café que sur faut-il le faire à une main, 2 mains, qu'est-ce qui est le plus rapide, que sur évidemment l'organisation des ateliers. Max Weber avait perçu également que le modèle bureaucratique s'exportait en dehors de l'entreprise capitaliste, dans l'armée, dans les partis, dans l'administration, etc., etc. Autrement dit, Burnham vient en quelque sorte cristalliser et ramasser déjà des éléments de réflexion préexistants. Voilà. Très bien. Alors, pour entrer donc dans le vif du sujet encore, vous écrivez que on assiste à un effondrement des institutions au profit des organisations. Mais avant de développer, il faudrait rappeler la dichotomie que vous faites entre institution et organisation. Oui, alors, le premier point, on peut souligner le travestissement intellectuel des sciences humaines et sociales qui se revendiquent d'un certain institutionnalisme. Si vous voulez, on considère généralement que l'organisation c'est le lieu d'une rationalité, qu'elle soit économique ou politique, et il faut le critiquer parce que c'est trop réducteur. Donc, on dit qu'il existe une dimension institutionnelle à l'organisation parce qu'elle est encastrée dans une culture, etc., etc. Ce sens-là de l'institution n'a strictement rien à voir avec ce que les juristes ou les philosophes politiques ont pu appeler institution. Et donc là, il y a un biais. Ce que les sociologues, les économistes et les gestionnaires institutionnalistes nomment institution après la Seconde Guerre mondiale, ils le font par la systémique. Alors, en sciences de gestion, nous avons un livre très classique qui est celui de Richard Scott, qui est une grande synthèse du mouvement institutionnaliste. Et il écrit une organisation est une institution parce qu'elle est un système ouvert. Alors là où je veux en venir, c'est que c'est une tautologie, puisque précisément, c'est l'organisation, telle qu'elle a été définie par la cybernétique, nous y reviendrons un peu plus tard, qui se définit comme un système. Autrement dit, on définit une organisation comme une organisation. Donc il n'est pas possible de penser la dichotomie organisation-institution à partir des sciences sociales.
Il fallait donc trouver un autre biais. J'en ai trouvé deux autres en réalité. Le premier, c'est celui de l'étymologie. J'ai appris en suivant les cours de Mattei, ces séminaires, comme je le rappelais tout à l'heure, que le verbe être comporte une particule indo-européenne, st, qui désigne le mât du bateau, c'est-à-dire une verticalité qui assure une stabilité. Et donc on retrouve cette particule indo-européenne dans des mots instituteur, stabilité, constitution, estre, ou alors en allemand stehen, être debout, to stand en anglais, etc. Et évidemment dans institution. Donc par là même, je voulais signifier la nécessaire verticalité de l'institution, sa normativité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire son rôle d'équerre. La norme au sens étymologique, c'est l'équerre. On sort donc du plan horizontal et immanent qui meut les organisations à la seule poursuite de leur fonctionnalité. Et j'ai croisé sur ma route un penseur, initialement juriste, qui a placé l'institution et le management au cœur de sa réflexion. Il s'agit de Pierre Legendre. Et Pierre Legendre montre bien que l'institution, il le dit lui-même, est un entre-deux entre la référence et les sociétés humaines. Référence, c'est l'absolu que nous nous construisons si vous voulez, pour faire face au vertige métaphysique de l'existence. Nous avons besoin de cette protection d'une référence absolue parce que nous ne sommes pas assez forts pour être en vis-à-vis face au vide. Mais cette référence doit trouver un relais pour que les sociétés humaines la reconnaissent et puissent vivre par elle. Et ce relais, c'est précisément celui de l'institution. Pourquoi ? Parce qu'une institution véhicule des symboles. Donc l'institution a une dimension normative et symbolique qui assure, qui canalise l'énergie pulsionnelle, donc ça c'est le côté psychanalytique de Legendre, l'énergie pulsionnelle des sociétés humaines. Bien, donc quand on définit l'institution par sa verticalité et l'organisation, pour l'instant nous prenons ce terme en un sens un peu trop général, il s'agira de le préciser après, parce que j'entends bien l'organisation en son sens scientifique et non pas en son sens courant. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Mais donc, quand d'un côté on a l'institution, quelle que soit sa forme, évidemment les institutions prennent des formes différentes selon les civilisations, l'anthropologie nous l'apprend, mais quand on la met face à l'organisation, qui n'a pour objectif que son seul accroissement, que son seul fonctionnement, et qui ne tolère donc aucune aspérité à ce fonctionnement, qu'on appelle la performance aujourd'hui, et bien évidemment, ce couple est un couple d'antagonisme, un couple d'opposés. Et cela m'amène à la réflexion suivante, puisqu'il y a une telle tension entre l'institution et l'organisation, et que l'organisation est liée au management, que se passe-t-il lorsqu'on introduit le management dans des institutions ? Par exemple, l'État, l'armée, on voit par exemple ici à l'IAE ou en école de commerce beaucoup de militaires venir parce qu'on les somme de passer du commandement au management. Voilà une transformation profonde de l'institution en management, en organisation. Pardon. Mais c'est valable pour l'école. Je cite dans le livre l'exemple de ma fille, ça remonte maintenant, c'était en 2010, qui avait 3 ans et qui revient de l'école maternelle avec son petit classeur, et j'observe que sur les fiches de travail, en haut se trouve objectif à atteindre, compétences à développer. Et donc cette employabilité qu'on trouve déjà à l'école maternelle montre bien l'importation des modèles et des mentalités managériales dans les institutions. On pourrait évidemment multiplier les exemples, hôpitaux, universités, etc. Et donc il faut bien en venir à la conclusion, c'est que je considère que le management est une arme de destruction des institutions, c'est-à-dire de la souveraineté. Donc, on y reviendra certainement après, le management a une portée ontologique, métaphysique, mais également politique, en ce qu'il vient saper les fondements mêmes de la souveraineté.
Oui, et d'ailleurs, vous rappelez, enfin vous dites que on ne peut donc pas penser le management grâce à la sociologie, l'anthropologie, etc. Mais vous dites qu'il faut employer une pensée ontothéologique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pensée ontothéologique? Alors d'abord, pourquoi on ne peut pas convoquer les sciences sociales ordinaires pour penser le management? Parce qu'il existe un certain nombre de sociologues, de psychologues, voire même d'anthropologues, d'économistes, qui prennent en charge, comme objet d'étude et de recherche, le management. Mais, me semble-t-il, et c'est là mon attachement effectivement à une démarche herméneutique, c'est-à-dire de prise en compte de la spécificité de ce qu'on étudie, les sciences humaines et sociales viennent plaquer leur cadre théorique sur le management, sans prendre en compte la singularité de ce dernier. Autrement dit, elles viennent trouver ce qu'elles venaient chercher. Et donc on assiste en sciences de gestion, en management, à un tas de critiques du management du point de vue classique, j'ai envie de dire, des Bourdieu, Foucault, etc. Mais du coup, la singularité du management se dilue dans les cadres théoriques bourdievins ou foucaldiens. Il fallait donc prendre un autre angle de vue. Et cet angle de vue, c'est d'abord celui d'une phénoménologie du management, c'est-à-dire du constat de la managérialisation rampante de nos existences, un constat auquel je donne le nom de mouvement pan-organisationnel. Donc c'est le seul néologisme auquel j'ai recours. Et ce mouvement donc articule en chiasme le devenir monde des organisations, plutôt que de définir la mondialisation par l'explosion des flux, etc., qu'on fait d'habitude. Je préfère tout simplement constater que les organisations, au sens que toujours définirons un peu plus tard, ne cessent de peupler de plus en plus notre planète. Et donc l'autre mouvement, c'est le devenir organisation du monde, le fait que la plupart des entités collectives contemporaines prennent la forme d'organisation, le tout dans un mouvement permanent. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est-à-dire le point ultime du mouvement pan-organisationnel, n'est pas un état, mais un flux incessant, reprenant ainsi, comme Arendt se plaisait à le souligner, une caractéristique des régimes totalitaires, le mouvement permanent. Ça, c'est la phénoménologie. Et il s'agit maintenant d'accorder, si vous voulez, de philosopher à partir du management lui-même, à partir des textes eux-mêmes, donc de Taylor, de Fayol, de Maillot, etc., etc. Et ce double mouvement de phénoménologie et d'herméneutique me conduit effectivement à porter un regard métaphysique sur le management. Et évidemment, c'est tout mon intérêt pour Heidegger. Vous avez signalé tout à l'heure l'apparition récente d'un livre à ce sujet, que de voir comment le management est aujourd'hui la condition de possibilité de notre époque. Et donc c'est élever le management à un rang historial, pour le dire avec Heidegger. Oui, d'ailleurs Heidegger dit que le management, la cybernétique, c'est la métaphysique de l'âge atomique. Exactement. Alors, comme vous venez de le dire, le monde aujourd'hui serait en fin de compte une société faite d'organisation. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Oui. Alors, je pense qu'il serait temps de définir ce qu'on appelle une organisation. D'abord, quand je parle d'organisation, effectivement, je n'en parle pas au sens courant parce que l'objection serait assez facile que de me dire mais les sociétés se sont toujours organisées. Comme on dirait, quand on insiste aujourd'hui sur la société de l'information, oui, mais l'homme a toujours communiqué. Donc pour faire face à ce genre de truisme et de lieu commun, il est bon de donner, si vous voulez, de circonscrire les concepts que l'on mobilise. Il faudra en faire l'effort aussi pour le terme de management, peut-être dans un second temps, puisque vous m'invitez à le faire sur celui d'organisation, allons-y sur celui-ci. Donc j'entends le terme d'organisation comme un concept scientifique, dont on repère l'émergence
principalement en biologie au XIXe siècle. Donc je vous renvoie à la logique du vivant, qui est l'histoire de la biologie de François Jacob. François Jacob montre le passage à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles d'une biologie fondée sur la structure visible du vivant, qui donc amenait son lot de taxinomie, de typologie, etc., à une biologie fondée sur le concept d'organisation, c'est-à-dire d'étude du fonctionnement interne des organismes vivants. Il suffit d'ouvrir la philosophie zoologique de Lamarck, qui est publiée en 1809, pour constater l'omniprésence du terme organisation. On le retrouvera au milieu du XIXe siècle, par exemple chez Claude Bernard, dans son introduction à la médecine expérimentale sous la forme du milieu intérieur, c'est-à-dire d'un ensemble d'éléments en interaction. Et ça donnera lieu en 1932 chez Walter Cannon, dans Wisdom of the Body, au concept d'homéostasie. Donc organisation, milieu intérieur, homéostasie, tout cela renvoie à cette même réalité d'un système dont les éléments interagissent les uns sur les autres en vue d'une finalité. Bon. Donc le concept d'organisation existe déjà, et même certains avaient déjà tenté au préalable de le sortir, de l'exporter de son cadre biologique. Je pense à Saint-Simon, et notamment ses travaux sur l'industrie, ou même à ce qu'il a appelé l'organisateur, puisque Saint-Simon reprend la distinction lamarckienne des corps bruts et des corps organisés, pour montrer que la société doit être un corps organisé, d'où l'importance de la circulation et du réseau. Bon, donc on avait déjà là, au XIXe siècle, un penseur qui préfigure un petit peu la société moderne de la communication. Et le flux a d'abord été celui de la circulation physique, notamment par le train et le rail, avant d'être celui de l'information. Ce que fait la cybernétique au milieu du XXe siècle, c'est de coupler ce concept d'organisation issu principalement de la biologie à celui d'information, lui aussi en son sens scientifique. Je renvoie ici nos auditeurs à la monumentale histoire de l'information de Jérôme Ségal qui s'appelle Le 0 et le 1. Une histoire dans laquelle il montre que le concept d'information se construit sur la première moitié du XXe siècle à partir de plusieurs sources. La première, c'est celle des sciences physiques, et notamment de la cinétique des gaz. La seconde, celle de la statistique, avec les travaux de Fischer dans les années 1920, qui considèrent la statistique comme une extraction d'informations d'une masse de données, mais également tous les travaux qui sont menés en télécommunication au sein de la Bell Company. Shannon en publiera notamment les résultats, Claude Shannon. Et donc, ce que fait la cybernétique, c'est de réunir les concepts d'organisation et d'information en montrant que ce qui fait, si vous voulez, en quelque sorte, le mécanisme de l'organisation, c'est la circulation d'informations. Et les cybernéticiens sont venus à définir l'organisation comme une boucle de rétroaction, c'est-à-dire ce qu'on appelle un feedback en anglais, c'est-à-dire le contrôle des actions, c'est-à-dire de l'énergie dépensée, par des processus d'évaluation et de contrôle qui ramènent toujours l'action engagée vers la finalité définie par des mesures de correction, par des actions correctives. Et donc, c'est ça une organisation. C'est cette boucle incessante d'organisation, d'où l'insistance sur le terme de mouvement pan-organisationnel, parce que cette organisation est en fait ce que les Anglais appellent un organizing, c'est-à-dire un mouvement permanent d'organisation. Nous n'avons pas en français la possibilité de distinguer l'organisation de l'organizing. Mais c'est bien ce processus permanent, ce flux continuel qui définit l'organisation. Et vous voyez que plus cette boucle sera fluide, plus on dira d'une organisation qu'elle est performante. Eh bien, quand on introduit le management dans des institutions, on introduit généralement des dispositifs d'évaluation, du contrôle de gestion, des référentiels de compétences, des entretiens annuels d'évaluation, qui amènent cette boucle de rétroaction au sein des institutions. Mais précisément, la verticalité et la symbolique, ou la dimension symbolique
des institutions ne relève pas de ce seul domaine fonctionnel. Et c'est comme ça qu'un symbole devient un objectif à atteindre. C'est comme ça qu'on dégrade, si vous voulez, la transcendance du principe en finalité ou en valeur, comme on dit aujourd'hui. Parce que le propre d'une valeur, c'est bien de s'évaluer et de se dévaluer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stabilité derrière ce terme. Donc voilà ce qu'il faut entendre par organisation. Et par société d'organisation, il faut donc comprendre que nous vivons dans de multiples boucles de rétroaction, que celle-ci soit le fait de la technologie, le temps réel, la synchronisation de nos outils technologiques, ou celui du management qu'on insère dans toutes nos entités collectives, nos institutions, nos entreprises, etc. Alors avant de passer à la cybernétique, qui est un sujet capital, passons, comme vous l'avez dit, à la définition du management. Très bien. Alors, on va le faire, si vous voulez bien, de deux façons. Une première piste serait celle de l'étymologie, et une seconde, celle de l'histoire du management. Manus agere, agir par la main, agir de la main, c'est l'étymologie du management. Manus provient de mando, qui est confié, donné, donc par la main. On voit le geste de la main dans ce mando. La question qui se pose, et donc oui, on peut revenir sur l'histoire également, le parcours de ce terme, c'est que manus c'est devenu maneggiare en italien au XVe siècle, et donc ça a trait au manège, c'est-à-dire à l'endroit où on dresse, on éduque les chevaux. Et le terme a été récupéré aux États-Unis dès le XVIe siècle pour désigner l'activité des femmes au foyer, pour, si vous voulez, parce qu'elles prennent soin de leurs mains du foyer. Donc c'est le soin des petites mains, si vous voulez. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que le terme a été utilisé par les ingénieurs dans l'usine pour désigner leur activité, en gardant évidemment cette connotation d'attention, de soin, d'entretien. Ça, c'est un peu la trajectoire du terme. Alors, cette étymologie pose au moins une question. Parce que si le management a à voir avec la main, c'est-à-dire avec le maniement ou avec la manipulation, au sens étymologique et technique du terme, pourtant les managers, eux, ne tiennent rien en main. Ils ne sont pas en train de transformer de la matière. Donc la question qui se pose, c'est quel est donc l'objet de la manipulation ou du maniement ou de la manœuvre du manager. Et donc la thèse que je défends, mais m'inspirant en cela de Foucault, de Frédéric Lordon plus récemment, c'est que le management, l'objet même du management, c'est le désir humain. Et pratiquement toutes les études le montrent. On sait que quand un sujet aime ce qu'il fait, c'est-à-dire le désire profondément, il est plus performant. Donc, le management, c'est un ensemble de techniques scientifiques, on y reviendra, destinées à gouverner le désir des êtres humains, parce que si on ne le faisait pas, ils ne feraient pas spontanément d'eux-mêmes ce qu'on leur demande de faire. Le management commence là où le contrat de travail s'arrête, en réalité. Voilà. Alors, et on va retrouver ces caractéristiques dès Taylor. Ça m'offre une transition pour Taylor. Bon, disons que Taylor a écrit le premier traité de systématisation de la doctrine managériale. Il y a déjà eu des essais avant lui. On peut penser à Charles Babbage, notamment en 1830, qui avait écrit un traité des usines, traité des machines et des manufactures. Et Charles Babbage, c'est intéressant à noter, a été à la fois l'inventeur, parfois on appelle ça l'ancêtre de l'ordinateur, une machine à calculer, suite à Pascal notamment, et à la fois un théoricien de l'organisation du travail. Et ce côté d'ingénierie sera une constante, puisque Taylor était lui-même ingénieur, mais on retrouvera chez un autre auteur qui a été prix Nobel d'économie, qui a une importance fondamentale en management,
cette caractéristique, c'est chez Herbert Simon, qui est à la fois l'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle et également le créateur de ce qu'il appelait lui le comportement administratif et qui est devenu après le comportement organisationnel. Alors, je reviens à Taylor puisque c'est là, on va dire, le livre fondateur, en tout cas tel qu'il est reconnu dans la communauté des sciences de gestion, mais me semble-t-il plus largement. Disons que la rationalisation du travail que Taylor avait déjà analysé dans des ouvrages précédents, notamment dans Shop Management, traduit sous le titre de Direction des ateliers, n'est que le vernis du Taylorisme. Bon, alors on le sait, si vous voulez, voilà, il s'agit de rationaliser l'organisation du travail, notamment par l'utilisation du chronomètre et la rationalisation des mouvements que l'on découpe en séquences et en gestes, afin de les optimiser dans ce que Taylor appelle un one best way, c'est-à-dire la seule et unique façon d'être absolument performant. Bon, il y a là tout simplement chez Taylor l'application des principes de la physique newtonienne à l'usine, puisqu'il redéfinit un rapport d'espace et de temps, c'est-à-dire de vitesse, redéfinir les mouvements par rapport au chronomètre. Et l'optimisation de la vitesse se trouve dans l'accélération, le calcul mathématique est une dérivée en fait. Bon, mais ça généralement c'est ce qu'on retient, aussi parce que les sociologues critiques du taylorisme se sont concentrés sur l'aliénation qui, à juste titre certainement d'ailleurs, qui résultait de cette rationalisation du travail encore amplifiée par la ligne d'assemblage chez Ford, le travail à la chaîne. Certainement aussi parce qu'on regarde l'image des temps modernes de Charlie Chaplin, mais il me semble que la vérité, si je peux encore utiliser ce mot, la vérité du taylorisme se trouve ailleurs. Moi, si je souligner deux aspects. D'abord, il y a une anthropologie qui est sous-jacente à cette rationalisation du travail et qui tourne autour de la discussion de la flânerie. Taylor considère que le plus grand obstacle à la performance, c'est la flânerie, c'est-à-dire, il utilise un terme très particulier en anglais, qui est le verbe to soldier, dont le premier sens est de s'engager en tant que soldat dans l'armée, et le second, to pretend as if, faire semblant d'eux. Et donc là, il y a l'éducation d'ailleurs Quaker de Taylor qui revient, la condamnation de quelqu'un qui dissimule ou qui feint de travailler. Alors pourquoi ça préoccupe Taylor ? Parce qu'il considère déjà que l'investissement dans le travail vient certes du corps, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler l'âme. Et qu'il faut donc désirer l'objet de son travail. Foucault disait fixer le désir sur l'appareil de production. Et la flânerie, et Walter Benjamin a consacré plusieurs écrits à la flânerie à la fin de sa vie, entre 1935 et donc 1941, quand il s'est suicidé, parce que justement, Walter Benjamin voyait dans la flânerie un potentiel de révolution, c'est-à-dire un moment où l'espace-temps homogène de l'usine défini par Taylor peut éclater, et pour laisser surgir l'instant du Jetztzeit, ce qu'on appelle Die Jetztzeit, le temps de l'urgence, et donc possiblement d'un messianisme révolutionnaire. Bon. Donc, le management est en réalité une réponse à l'inquiétude que Taylor pouvait porter à cette possibilité de la flânerie chez les ouvriers. Et cela ne quittera pas le management, puisque encore aujourd'hui, les travaux scientifiques portent sur l'implication organisationnelle, l'engagement organisationnel, l'attachement organisationnel, c'est-à-dire autant de mots qui désignent, encore une fois, la fixation du désir des salariés dans l'organisation. Et plus que la fixation, ça c'est peut-être l'apport de Lordon, de Frédéric Lordon, l'alignement du désir des ouvriers et des employés
sur ceux de la direction, voire des actionnaires. Ce que Taylor avait déjà compris, sans le thématiser évidemment, mais qui restera comme un leitmotiv du management, c'est que il n'y a que l'entrepreneur ou le créateur qui désire vraiment son travail. Son seul souci, c'est qu'il ne peut pas le faire tout seul. Il est donc obligé d'embaucher pour réaliser ses projets, mais il ne peut pas demander aux autres de désirer ce que lui désirait au même niveau. Et donc le management, c'est un ensemble de techniques qui visent à susciter chez les employés le désir du créateur d'entreprise ou du propriétaire ou de l'actionnaire, etc. Et donc Lordon parle très justement d'alignement des désirs. Alors ça, c'est la première dimension, si vous voulez, anthropologique du management chez Taylor. Il y a une deuxième dimension qui serait, quant à elle, plus politique. À réduire le management à un ensemble de techniques, on passe sous silence sa portée politique. On nous avait déjà fait le même coup avec l'économie, puisque à une époque, il existait quelque chose comme une économie politique. Le fait que l'économie soit devenue une science la rend tout à fait indiscutable. Eh bien, si le management est une science, disons une science de l'efficacité dans les organisations, il n'y a pas à discuter, du coup, le projet politique qu'il porterait en lui. Bon. Mais, ouvrons simplement la préface avant de rentrer dans le livre, mais dans la préface des principes du management scientifique, la préoccupation de Taylor, la première, c'est la prospérité de la nation. Donc le management est mis au service de la nation américaine et de sa prospérité et d'une création de richesse. Mais on voit que une seconde préoccupation émerge tout de suite, c'est assez surprenant, c'est que, parce que là on est à la 10e ligne de la préface, donc vraiment à l'entrée du livre, la défense de l'environnement. Ce que nous appelons aujourd'hui le développement durable, ou même la responsabilité sociale, si j'étends encore ça, fait partie déjà des fondements sous-jacents du management. Le livre des principes du management scientifique est traversé par un slogan qui apparaît à plusieurs reprises, et c'est celui-ci. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. Donc si vous voulez, on peut prendre le temps de décortiquer ce slogan. Donc, harmonie, pas de discorde. Coopération, pas d'individualisme. Ce slogan nous permet d'entrevoir la spécificité du projet politique taylorien, puisque d'un côté, il refuse l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose comme des luttes de classe, not discord, donc là c'est une réponse à Marx, et en même temps, il refuse l'individualisme, qu'il soit économique, le fameux homo economicus, ou politique, c'est-à-dire un sujet citoyen et rationnel. Au profit de quoi ? D'un projet fondé sur la coopération. Il est là le projet du management. C'est celui de la coopération. Alors, il prendra d'autres termes, il s'appellera après gouvernance, par exemple. Mais l'ambition reste la même. L'entreprise, si on y applique le management scientifique, est un lieu de paix, est un lieu d'entente, un lieu de concorde, et non pas de discorde. C'est en fait parce que les managers et les employés n'ont pas compris qu'ils avaient les mêmes intérêts qu'ils s'opposent. Mais si l'on explique scientifiquement, d'où l'intérêt de la science, ou de l'idéologie scientifique, scientiste, si on leur explique scientifiquement que leurs intérêts sont les mêmes, parce que si on développe le potentiel des employés, des ouvriers vers l'excellence, le terme est déjà chez Taylor, alors l'entreprise sera performante et tout le monde y trouve son compte. Bon. Et de l'autre côté, il faut éviter les comportements égoïstes d'individus qui agiraient parce qu'ils ne seraient qu'intéressés par la maximisation de leurs intérêts. Donc le management, c'est un ensemble de techniques scientifiques visant non seulement à aligner le désir des individus, mais à donner le désir de travailler ensemble
alors même que l'organisation est une communauté, entre, je mets des guillemets évidemment à ce terme, artificielle et non pas naturelle, c'est-à-dire construite comme un artefact, et donc il va falloir recréer ce qu'on appelle aujourd'hui une culture d'organisation, comme une seconde couche ou une triple couche de socialisation, afin évidemment de favoriser l'identification des ouvriers ou des employés à l'organisation. Donc on a là deux piliers, un pilier anthropologique, un pilier politique qui sous-tendent le management, mais j'ai envie de dire que ces deux piliers sont encore, ou trouvent leur sens déjà chez Taylor dans un aspect théologique. Alors, on y reviendra pour la cybernétique, mais cet aspect-là mérite d'être souligné. Quand on s'intéresse à la biographie de Taylor, on se rend compte qu'il a reçu, de par sa mère, une éducation religieuse très poussée. Et s'il accorde aussi tellement d'importance à la flânerie, c'est parce qu'il la considère comme un vice, comme la paresse, par exemple. Il n'aurait pas été très copain avec le gendre de Marx. Voilà. Mais de quelle religion s'agit-il? Taylor était ce qu'on appelle un Quaker. Alors d'où vient ce terme? Quaker en anglais, c'est trembler. Et les Quakers, quand ils se réunissent, quand ils reçoivent leur illumination, en quelque sorte, sont pris de tremblement. Et c'est pour ça qu'on les appelle les Quakers. Mais leur vrai nom, c'est The Society of Friends, la société religieuse des amis. Et il est troublant de voir dans le livre de Taylor que l'harmonie dont je parlais tout à l'heure, ou la coopération dont je parlais tout à l'heure, on leur voit souvent accoler l'adjectif friendly, amical. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire dans le management? Friendly cooperation. Et en fait, je soutiens que ce friendly vient, cette Society of Friends, et que l'usine pour Taylor est le lieu de la fraternité universelle qu'il recherchait dans sa communauté religieuse, et le management, l'outil d'installation de cette concorde, et donc le messianisme, si vous voulez, l'utopie messianiste, est présente dès le départ dans le projet du management. Utopie, évidemment, puisque en nul lieu sur cette planète, nous trouverons quelque chose comme une paix universelle. Voilà. C'est passionnant. Alors, passons maintenant à la matrice de tout cela, qui est la cybernétique. Alors, d'abord, est-ce que vous pourriez faire une présentation historique, disons, en quelques dates et en quelques penseurs clés de la cybernétique? Oui, alors, avec Taylor, nous étions au début, fin 19e, début 20e siècle. Je dois souligner ici quand même qu'entre Taylor et la cybernétique, ou en tout cas le management post-Seconde Guerre mondiale, il y a eu un certain nombre d'auteurs assez importants, dont par exemple Elton Mayo et l'école de relations humaines. Bon, je passe. Mais il est vrai qu'avec la cybernétique, si je l'apporte tout de suite au management avant de revenir sur la cybernétique, on va passer d'un management centré sur la société industrielle à un management centré sur la société post-industrielle, dite de l'information et de la connaissance. Donc, les postulats du management sont déjà en place dans la société industrielle, mais ils vont considérablement évoluer avec la cybernétique, de telle sorte que tout l'enjeu épistémologique, c'est de penser l'unité de la continuité et de la discontinuité du management, avant et après donc cette révolution cybernétique. Puisque la cybernétique ne concerne pas que le management, évidemment, a un impact beaucoup plus large. Alors, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, et le gouvernement américain, mais ce n'est pas le seul, dans le cadre de l'effort de guerre, organise, pour utiliser ce terme, une coopération qui deviendra plus tard ce qu'on appelle le modèle de la triple hélice. Une coopération entre l'université, le gouvernement et ses agences, notamment l'ancêtre de la CIA qui était l'OSS, et l'industrie, notamment l'industrie de l'armement. Et donc on a vu à cette époque une multitude de projets menés dans ce cadre, dont
celui de la cybernétique. Une première réunion eut lieu en 1942 pour réunir les membres fondateurs donc des conférences Messie, puisque ces conférences étaient tenues dans le cadre de la fondation Joshua Messie. Mais ils étaient ensuite rattachés, les membres, à des laboratoires, à leur propre laboratoire dans le cadre de l'effort de guerre. Et donc les réunions suivantes eurent lieu à partir de 1946 jusqu'en 1953. Alors parmi les principaux membres des conférences Messie, on peut citer évidemment Norbert Wiener, on en retient le nom puisque c'est à lui qu'on doit le terme, en tout cas la réactualisation du terme de cybernétique dans son ouvrage de 1948, Cybernetics. Mais on a également Warren McCulloch, qui lui est plutôt du côté de la neuropsychiatrie, Walter Pitts, qui est mathématicien, Kurt Lewin, qui est psychologue social, même le fondateur de la psychologie sociale, et son disciple Alex Bavlas, qui prendra la relève. Gregory Bateson, anthropologue, et son épouse Margaret Mead, également anthropologue. Elle créa notamment, avec l'appui de la RAND Corporation, la revue Applied Anthropology, qui a eu une portée considérable dans cette idée d'une science sociale appliquée à un contexte politique ou géopolitique. On peut citer Lawrence Kuby, qui était psychanalyste, John von Neumann, qui à l'époque des conférences Messie n'était pas encore, était déjà quelqu'un, c'est-à-dire qu'il avait publié notamment les principes mathématiques de la physique quantique en 1932, un livre qui a eu un retentissement assez considérable, et qui donc est assez connu en économie et en management pour sa contribution à la théorie des jeux, qui est très utilisée, mais également connu comme l'un des pères de l'ordinateur. Voilà, donc on trouve des scientifiques d'horizons extrêmement divers, puisque cela va de la physique, des mathématiques et de la biologie, jusqu'à la psychanalyse, la sociologie et l'anthropologie. C'est ici que se forme le moule de ce qu'on nomme aujourd'hui l'interdisciplinarité. L'information, avant d'être un concept scientifique, c'est Jean-Pierre Dupuy le souligne très bien dans Aux origines des sciences cognitives, ça a d'abord été la façon de fonctionner de ces scientifiques qui ont brisé les frontières disciplinaires. Alors c'est assez intéressant, si je fais une petite parenthèse, parce qu'aujourd'hui à l'université on ne jure que par l'interdisciplinarité, alors qu'on n'a jamais été autant spécialisé et qu'on n'a jamais eu aussi peu de cerveau capable de faire des liens entre les différentes disciplines. Mais néanmoins, cette idée d'interdisciplinarité, qui allait aussi prendre le nom de complexité plus tard chez Edgar Morin, par exemple, pour prendre un exemple français, aura un retentissement considérable. Ce qui est troublant, c'est que les conférences, alors on peut citer également le dernier secrétaire des conférences Messie, que fut Heinz von Förster, qui est à l'origine, dit-on, de l'inclusion de l'observateur dans le système. Voilà. Mais ce qui est troublant, c'est que dès 1953, le terme de cybernétique disparaît, pratiquement des radars, comme si ce projet d'une homologie, voire d'un naturalisme intégral, donc qui met en relation l'ordinateur et le cerveau, ne pouvait pas être supporté publiquement. Comme si, et Jean-Pierre Dupuy, encore lui, il souligne, il y avait une honte à se réclamer de la cybernétique, si bien que cette dernière s'éparpilla en quelque sorte par capillarité dans pratiquement l'ensemble des champs du savoir, sans que l'on ne puisse plus identifier la source. Et c'est là la difficulté, et il faut vraiment rendre hommage à Jean-Pierre Dupuy d'avoir mis un nom et une généalogie sur la cybernétique. Alors il y a un autre historien qui lui est américain, qui est Himes, Steve Joshua Himes, qui a également fait un gros travail. Plus récemment, Céline Lafontaine, qui est une sociologue québécoise, a également écrit un livre sur la cybernétique. Mais en dehors
des sciences cognitives et des sciences de l'information et de la communication, l'héritage de la cybernétique n'est pas reconnu, ou alors limité à une période historique extrêmement limitée et restreinte, pardon. Autrement dit, on peine à déceler la révolution scientifique qu'elle constitue. Et pour prendre quelques exemples, tout simplement, Lacan a consacré un séminaire à la cybernétique. Et donc il faut certainement voir un lien pas forcément nécessaire, mais un lien entre sa reformulation de l'inconscient comme langage et comme code avec les travaux de la cybernétique. On sait qu'en biologie, la découverte en 1953 de l'ADN était reformulée en termes de messages et de codes. On sait que Bateson, qui lui était directement impliqué dans les conférences Messi, tira profit de la cybernétique pour repenser la thérapie en termes de communication entre le patient et son thérapeute. On peut encore penser évidemment à l'intelligence artificielle avec Herbert Simon, dont je parlais à l'instant, qui ne fait que reprendre l'intuition de Warren McCulloch, qu'il existe une structure logique, une structure neuronale logique, comme si le neurone n'était que des 0 et des 1 dans une algèbre de boules mise en réseau, si vous voulez. Enfin, etc., etc. Donc, une influence considérable, mais restée largement impensée. Je voulais dire un dernier point, quand même. Évidemment, on y reviendra, mais le management s'est greffé, lui aussi, à la cybernétique. Ce qui signifie que des deux coups d'envoi, si je reprends le terme heideggerien, du management, le taylorien et, disons, le cybernétique, les deux sont américains. Et ça introduit à une autre dimension qui n'est jamais abordée en sens de gestion, ni en sens politique ou en géopolitique. C'est que si ces deux coups d'envoi sont américains, c'est qu'ils prennent naissance dans ce terreau-là et qu'ils véhiculent l'imaginaire américain. Autrement dit, ce mouvement pan-organisationnel, ou cette société managériale que nous décrivions au début, reflète la victoire d'une arme cognitive élaborée par les Américains, que les Européens s'empressent d'adopter par le relais des consultants, des écoles de commerce et même des IAE, sans se rendre compte qu'il y a un enjeu géopolitique et que le management, c'est comme le jean ou Hollywood, mais en plus sophistiqué. Voilà. Très bien, Maintenant, passons à une présentation, disons, plus conceptuelle de la cybernétique. Très bien. Alors, je vais reprendre ce que j'avais pu dire tout à l'heure du concept d'organisation, puisqu'il me semble que c'est là le principal apport de la cybernétique. Plus précisément, cette fusion ou cette imbrication des concepts d'information et d'organisation dans la boucle de rétroaction. Alors, en 1943, Wiener, Bigelow et Rosenbluth, qui sont deux de ses collègues, publient un article dans la célèbre revue Philosophy of Science, un article qui vise à réintroduire les comportements finalisés, purposeful behaviors, dans l'étude des comportements, justement. Les auteurs considèrent qu'il a une rupture avec la science moderne, qui, elle, s'était principalement tournée vers l'étude de la causalité, disons, motrice ou efficiente. Autrement dit, l'une des principales catégories de la cybernétique est celle de la finalité. La cybernétique étudie des systèmes qui sont finalisés, peu importe la façon d'ailleurs dont cette finalité a été élaborée. Je pense ici notamment au management, qu'elle soit donnée par la direction ou élaborée d'une autre façon. Cette finalité à atteindre enclenche une série d'actions. Jusqu'à présent, nous sommes ici dans le cadre assez élémentaire de la rationalité instrumentale, telle qu'elle a déjà été
théorisés par des sociologues ou des économistes. Mais alors que ces derniers s'arrêtaient à une évaluation a posteriori de l'action, l'apport de la cybernétique, c'est d'introduire l'évaluation des processus en cours, c'est-à-dire l'ajustement automatique des actions en cours. Automatique, puisqu'évidemment, le modèle est celui de l'ordinateur. Pensez à votre Dropbox ou à votre boîte aux lettres quand vous allumez votre ordinateur. La synchronisation se fait automatiquement. Voilà. Donc on met en place il y a des processus de contrôle et d'évaluation qui ramènent toujours les actions engagées au plus près de la finalité qui a été définie. Il faut voir que cela est possible que parce qu'on arrive à passer de l'énergie à l'information et de l'information à l'énergie. L'action est, qu'elle soit, alors je viens sur on va dire l'activité d'une entreprise pour donner un exemple, que ce soit une production en atelier ou une production de service, c'est une dépense, c'est une débauche d'énergie, c'est du travail éprouvé, du travail réel. Mais l'évaluation, elle, est une collecte d'informations sur ce travail. Ça va prendre la forme de tableaux de bord, d'indicateurs, de grilles d'évaluation. Voilà. Tout cela, évidemment, facilité aujourd'hui par des systèmes d'information assez sophistiqués. Et bien, donc là, il y a une conversion de l'énergie réelle en information scientifique, fondée sur le mythe, j'ai envie de dire, de l'univocité logique, hérité, là c'est l'héritage de la cybernétique qui vient du cercle de Vienne et du premier Wittgenstein, hein, le mythe de l'univocité logique. Et quand Heidegger, justement, critiquera la cybernétique, ce sera au nom du meurtre de la parole par l'univocité logique. Hein. Mais on redéfinit des actions correctives à partir de l'information qui a été récoltée, si bien qu'il s'opère ici une reconstruction de la réalité. Et si vous voulez, l'illusion de la boucle de rétroaction et du management, on y reviendra aujourd'hui, c'est de croire que les indicateurs sont la représentation fidèle de la réalité, alors qu'ils en sont la reformulation permanente. Et donc on ne peut pas prendre en compte la souffrance des travailleurs, ou leur joie d'ailleurs, peu importe, c'est-à-dire leur vie, si on se réfère à Michel Henry, c'est-à-dire l'auto-affection de leur subjectivité quand ils sont au travail, même sous la forme de l'absentéisme, du turnover, des risques psychosociaux, etc., parce que ce sont des informations abstraites qui sont déconnectées de la réalité. C'est un comble pour un univers qui se veut connecté. Mais il y a là un hiatus ontologique infranchissable entre l'énergie dépensée et l'information. Et le drame, c'est qu'on redéfinit la réalité par cette récolte d'informations, c'est-à-dire que la prise de décision dans les organisations se fait principalement à partir de ce qu'on dit les systèmes experts ou des tableaux de bord, et rendant ainsi effective la prophétie de Baudrillard, selon laquelle les simulacres précèdent désormais la réalité. Cette boucle de rétroaction est donc une fabrique à simulacres. On se retrouve au fond de la caverne de Platon ou dans la société du spectacle de Guy Debord. Mais pour l'instant, je voulais expliquer sous sa forme négative, c'est-à-dire comme si les actions étaient toujours reconduites à la finalité qui avait été définie. Mais ça, ce n'est qu'une boucle de rétroaction négative. Il existe des boucles de rétroaction positives. Et quand le feedback devient positif, c'est-à-dire que soit on a éliminé les erreurs, on atteint plus facilement la finalité. On va parler d'un apprentissage de type 1. Soit on a changé les méthodes et les processus pour parvenir à la même finalité. On est sur un degré d'apprentissage supérieur. Soit même la finalité évolue en cours de route. Et là, on est sur le fameux apprendre à apprendre, qui est devenu le dogme de la pédagogie contemporaine et postmoderne.
Oui, parce que donc, vous voyez, la cybernétique a aussi beaucoup influencé les sciences de l'éducation, notamment par l'intermédiaire de Jean Piaget, qui a réussi à intégrer à ses développements les acquis de la cybernétique, mais accommodation, assimilation chez Piaget, ce sont les différents types d'apprentissage chez Wiener. Alors, cette boucle de rétroaction, qu'elle soit négative ou positive, définit l'organisation comme concept scientifique. C'est important de le signaler parce que, en sciences de gestion, s'il existe une discipline phare, c'est-à-dire une discipline où a lieu l'élaboration théorique du management, c'est dans ce qu'on appelle la théorie des organisations. Le seul hic, c'est que on ne sait même plus pourquoi on regroupe toutes ces théories sous ce label. Et le raisonnement est extrêmement logique. Il faut bien qu'il y ait un concept générique ou une catégorie d'organisation avec un O majuscule. Je suis un vilain essentialiste. Avec un O majuscule pour pouvoir regrouper, subsumer, dirait Kant, l'ensemble des théories dites des organisations. Alors, je peux poursuivre avec le management, le lien avec le management. Une fois qu'on a en tête cette boucle de rétroaction, il devient alors extrêmement facile de comprendre le développement du management. Tout part d'une finalité. Que voit-on apparaître dans les années fin des années 50, début des années 60 ? On voit apparaître le management stratégique. Première chose, vous voyez ici, il faut absolument comprendre que le management stratégique, ce n'est pas la stratégie. Ce n'est pas la stratégie au sens où les militaires l'entendent. Non. Le management stratégique, c'est un ensemble de processus scientifiques destinés à décider des finalités de l'organisation. Exactement à la même période, on voit apparaître le contrôle de gestion. Nous sommes là dans les années 60, et nous, ce que j'appelle le management contemporain, sur les fondements duquel nous vivons encore aujourd'hui. Donc, une discipline apparaît pour poser les finalités, une autre pour poser des processus de contrôle et d'évaluation. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Anthony, qui est donc le fondateur du contrôle de gestion, spécifie bien que le contrôle budgétaire ne représente pas l'ensemble du contrôle de gestion et que s'il fallait trouver un synonyme à contrôle de gestion, ce serait tout simplement management. Pour vous dire la portée du contrôle de gestion. Évidemment, l'action était déjà définie par Taylor, Ford, par ce qu'on appelle donc l'OST, l'Organisation scientifique du travail, mais l'introduction de la logique cybernétique, donc la logique du flux et de l'information dans le Taylorisme, donnera ce qu'on appelle le lean management ou le toyotisme, et ce seront les Japonais du coup qui nous en livreront la recette, d'où l'essor de la logistique et des mouvements de qualité. Le contrôle de gestion s'est ensuite perfectionné. Sur un plan technique, dans les années 70, on a assisté à l'arrivée des systèmes d'information, qui sont qu'une extension technologique, si vous voulez, du contrôle. Et dans les années 80, la logique comportementaliste, autour du concept de compétence, est à l'origine de l'arrivée de la gestion des ressources humaines, qui n'est encore une fois qu'une extension du contrôle de gestion à une ressource particulière, l'homme au travail, défini par sa compétence, c'est-à-dire par sa capacité fonctionnelle d'adaptation, à la fois technique mais aussi comportementale, à l'organisation. Voilà comment le management s'est greffé sur cette boucle de rétroaction. Très bien. Alors comme vous avez dit, la cybernétique a pénétré certaines sciences dites sociales, comme les sciences de l'éducation et même la philosophie avec Lacan, Derrida, etc. Mais alors encore plus fort, vous montrez qu'elle pénètre même des théories critiques, avec notamment le fameux freudo-marxisme, incarné, on va dire, par l'école de Francfort, et en France par Gilles Deleuze. Alors est-ce que vous pouvez montrer... Oui, alors je ne formulerai peut-être pas ça de cette façon, puisque déjà l'école de Francfort est antérieure à l'émergence de la cybernétique.
Mais disons que ce que j'ai mis en évidence, c'est des présupposés communs ou l'unité d'une vision du monde entre plusieurs courants de pensée qu'on a l'habitude de distinguer les uns des autres sans y voir de rapport. Et parmi ces courants de pensée, il y a effectivement l'école de Francfort, la cybernétique, mais aussi tous les travaux qui tournent autour du Tavistock Institute, qu'on appelle, dont la branche appliquée à la gestion s'appelle l'école sociotechnique. Dans nos manuels de théorie d'organisation, c'est l'école sociotechnique. Alors, de ce point de vue-là, oui. Alors, l'école de Francfort, alors quels sont ces postulats? Il y a l'idée d'une lutte contre l'autoritarisme, l'idée d'une lutte contre le positivisme, puisque le positivisme n'est que l'autoritarisme épistémologique en quelque sorte, et derrière contre la notion même d'identité, trop facilement, me semble-t-il, assimilée à la tautologie. Donc tout cela, effectivement, rend ces mouvements assez proches les uns des autres. Ce qui m'a plus particulièrement intéressé dans l'école de Francfort, une fois que l'Institut de recherche sociale avait quitté Francfort justement pour s'installer aux États-Unis, c'est l'ensemble des études menées sur la personnalité autoritaire, financées d'ailleurs par l'American Jewish Committee, et qui ont été principalement menées par Adorno. Et on a aujourd'hui le texte, effectivement, des études sur la personnalité autoritaire. Alors, le premier point qui m'interroge, c'est comment un philosophe critique peut-il condamner la tradition positiviste, la science bourgeoise, et être finalement l'un des précurseurs de l'utilisation des méthodes statistiques quantitatives, mais aussi des méthodes qualitatives, puisqu'Adorno a mené des entretiens et même fait ce qu'on appelle des tests de la perception thématique, qui sont aujourd'hui bien connus des hommes du marketing, pour étudier effectivement ce comportement autoritaire. Ça, c'est la première interrogation qu'on peut avoir. Est-ce que finalement il y a une cohérence dans cette doctrine ou une utilisation stratégique de la science du moment qu'elle peut nous servir? La deuxième interrogation que j'ai, c'est par rapport à l'introduction qui a été écrite dans ces études, dans lesquelles finalement les auteurs stipulent qu'ils cherchaient à déceler le préjugé autoritaire et antisémite. Et donc on s'étonne qu'ils le trouvent. Ils annoncent avoir mené ces études pour le trouver, et effectivement, ils le trouvent. Ce qui fait que ces études sont l'exemple même de la tautologie et de l'identité qu'ils critiquaient. Et ça a peut-être un lien, mais ça préfigure seulement la science moderne avec ceux qui ont financé l'étude. Voilà. Alors ensuite, par contre, il y a une autre étape. On pourrait discuter de la façon dont effectivement la cybernétique a pu avoir un impact sur l'école de Francfort après la Seconde Guerre mondiale, et je pense ici notamment à Habermas et à sa théorie, ou aussi à Apple, à leur théorie de l'agir communicationnel, et l'idée, si vous voulez, que la raison ne peut plus être que procédurale. J'y vois là, peut-être c'est une déformation, un écho effectivement à l'importance du processus dans la science moderne en général, dans la cybernétique en particulier. En tout cas, c'est clair, un refus de définir le bien commun d'une façon ou d'une autre. Ce serait trop totalitaire. Voilà. D'accord. Alors dans votre ouvrage, Au fondement du management, vous ciblez également particulièrement l'épistémologie dite constructiviste, avec notamment un grand représentant en France qui est Jean-Louis Lemoigne. Alors, pouvez-vous développer? Oui. Il y a plusieurs aspects à aborder.
puisque les disciplines scientifiques ont un peu leur configuration épistémologique propre. Donc il faut aborder ce point-là et en même temps sortir ce prisme un peu réducteur des sciences de gestion pour donner au constructivisme l'extension qu'il mérite, puisque c'est évidemment un sujet qui fait débat aujourd'hui. Il faut rappeler avant tout que les sciences de gestion se nomment sciences de gestion uniquement en France. Dès qu'on traverse les frontières françaises, ce qui reste des frontières françaises évidemment, on appelle ça Organization Science, science de l'organisation, science des organisations. Bon, ce qui nous ramène donc évidemment aux propos précédents sur la cybernétique. Donc les sciences de gestion sont très jeunes en France. Les premiers concours d'agrégation, puisqu'on était rattaché au droit à l'économie, donc on a vécu sur les mêmes modalités de recrutement. Donc les concours d'agrégation sont apparus à la fin des années 70. Et ce n'est que dans les années 80, voire fin 80, que la discipline s'est proprement structurée. Alors quel est le réflexe d'une discipline aussi jeune face à ces grandes sœurs que sont l'économie, dont on ne discutait même plus à l'époque la scientificité, et le droit, qui avait pour lui évidemment une certaine autorité de la tradition, on va dire. Eh bien, c'est de développer des réflexions épistémologiques pour pouvoir justifier de sa scientificité, de son statut de science. Et très vite, on a vu le champ se séparer en deux clans, mais ça aussi c'est une construction, c'est ça qui est intéressant. Le clan des positivistes et le clan des constructivistes. Les positivistes n'ont jamais justifié leur position, ou très rarement, c'est-à-dire qu'ils font de la science dans le paradigme normal, dirait Thomas Kuhn, dans le paradigme de la science normale. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils bâtissent un cadre théorique fondé sur la littérature, c'est des articles qu'ils trouvent dans les revues dites scientifiques. Encore faut-il derrière se demander comment sont élaborés ces classements. Ils développent une méthodologie de type quantitative, font leurs statistiques, leurs traitements mathématiques, en tirent des corrélations, des régressions, des analyses factorielles avant de conclure. Bon, c'est scientifique, pas de débat. De l'autre côté, on a les constructivistes. Et il faut avouer que le constructivisme d'orientation ingéniérique de Jean-Louis Lemoyne a eu ce mérite de remettre en cause la façon classique, disons, et positiviste, qui reste majoritaire, entendons bien, de faire de la science. Et mon intérêt pour le constructivisme de Jean-Louis Lemoyne tient du fait qu'il se réclame précisément d'Edgar Morin, les deux personnages sont amis et même très proches, mais aussi de Piaget, mais aussi de Wiener, et donc de la cybernétique. Et donc là, il y a un lien direct entre les origines du management et le constructivisme. Cela n'est guère étonnant. Pourquoi ? Parce que Lemoyne est allé se former à l'école américaine. Il a importé ça directement aux États-Unis. De même que les fondateurs des disciplines du contrôle de gestion et du management stratégique en France sont allés passer leur doctorat et leur thèse aux États-Unis avant de venir prendre des responsabilités universitaires françaises. Donc le lien se fait entre cybernétique et management et constructivisme. Alors en quoi consiste ce constructivisme ? C'est l'idée qu'il n'existe... donc constructivisme, j'insiste, ingénierique. L'autre référence de Lemoyne, c'est Herbert Simon, évidemment. C'est aussi von Förster, c'est aussi Varela, c'est aussi Atlan, c'est tout ça. L'idée que la réalité n'existe pas, que nous en avons simplement même pas des représentations, ce n'est même pas ça qui intéresse Lemoyne, me semble-t-il, mais que nous en faisons l'expérience. Mais de quoi faisons-nous l'expérience réellement du succès ou de l'échec des solutions que nous mettons en œuvre ?
Parce que c'est ça qui intéresse le constructivisme, c'est donc de construire des solutions adaptées au contexte organisationnel, puisque nous sommes en management, et donc aux problématiques locales. Donc un refus de la loi en son sens positiviste, un refus de la cause, j'en parle même pas, de la causalité, au profit d'une... Donc on retrouve, si vous voulez, la boucle de rétroaction appliquée au chercheur. Le chercheur a une finalité, c'est résoudre un problème opérationnel, puisque nous sommes sur le terrain du management. Il déploie, si vous voulez, un plan d'action qu'il évalue afin de le corriger. Et donc ça, il le fait en co-construction avec les acteurs du terrain. Donc on parle de recherche-action, si on pense à Kurt Lewin, ou de recherche-intervention. Et ça sur plusieurs, si vous voulez, allers-retours entre l'outil, la théorie, le terrain, etc. Et donc le constructiviste, c'est ni plus ni moins qu'une application d'une boucle de rétroaction dans une méthodologie de recherche. Ça, c'est pour le côté technique. Le côté technique des sciences de gestion. Ça a une portée évidemment beaucoup plus profonde et plus large. Le premier point à souligner, c'est que ce constructivisme suppose, Jean-Louis Lemoine en a parlé, qu'il y a au préalable une déconstruction. C'est-à-dire qu'on peut construire, c'est-à-dire modeler le monde. Donc ce n'est même plus être comme maître et possesseur, comme chez Descartes, puisque Descartes avait quand même, on va dire, lucidité d'écrire comme, avant maître et possesseur de la nature. Là, dans le constructivisme, nous sommes maîtres et possesseurs de la nature, et nous la modelons. Modelons d'ailleurs, ça fait référence à la technique de modélisation propre à la cybernétique. Selon notre expérience, nous la reprogrammons pour donc la construire. Mais donc, au fond, il y a une complicité évidente entre la déconstruction de la tradition occidentale menée par les philosophes de la French Theory, Derrida en tête, puisque c'est lui qui revendique le terme de déconstruction et que ça s'applique parfaitement aux métaphores architecturales. Derrida veut abattre les colonnes de la tradition, etc. Enfin, ça, il l'écrit. Hein. Mais il a fallu déjà créer, si vous voulez, un climat d'un homme possiblement hors sol, donc sans racine, ni identité, sans consistance, pour pouvoir derrière formuler le projet de le construire tel qu'on l'entend. Et donc ça pose un problème beaucoup plus général, le constructivisme, que celui d'une méthodologie de recherche en sens de gestion. C'est celui du programme postmoderne, d'en finir avec l'identité européenne, avec la notion de civilisation, avec l'héritage métaphysique qui est le nôtre, avec évidemment ce qu'il a de plus beau et de plus sombre, les deux. Voilà. D'accord, et pour finir sur les concepts, un mot sur l'ingénierie sociale. Oui, alors, c'est un terme que je n'utilise que très peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Alors, ingénierie, ça renvoie à cette tradition ingénierique, je l'ai signalé tout à l'heure, de Charles Babbage, en passant par Taylor jusqu'à Simon et Jean-Louis Lemoine, qui lui-même est ingénieur également. Et donc cette idée que l'on peut construire la société et l'homme, et les cultures et les identités, comme l'on construit des objets ou des ordinateurs. Et qu'au fond, il y a donc une programmabilité de l'être humain. Alors, en revanche, je suis gêné par le mot social. Donc, si j'adhère effectivement à la description du management comme une opération d'ingénierie, je suis gêné par le mot social parce que quand le monde se gorge d'organisation, c'est que la notion de société même a disparu. Et il n'est pas innocent d'ailleurs que Touraine, qui est l'un de nos grands sociologues actuels, a publié il y a 2 ans un livre qui s'intitule « La fin de la société ». Donc il me semble que le management a remplacé la société, qu'il n'existe plus rien de tel qu'un être social ou un homme social, mais que nous sommes devenus des êtres organisationnels. Parce que nous sommes toujours pris
dans ces boucles de rétroaction qui caractérisent le management et la société contemporaine. Et donc, le moi, il y a le mot juste, parce qu'il définit lui-même, dans ses écrits, le management comme un ensemble de processus d'ingénierie organisationnelle. Très bien. Alors maintenant, passons, toujours en lien avec la cybernétique, à un aspect pas forcément méconnu, mais assez peu étudié, qui est disons, l'inspiration théologique de Norbert Wiener, qui serait la théologie juive, puisque Norbert Wiener est juif, à l'époque de la Renaissance. Et vous dites que Wiener effectue un transfert de catégories théologiques vers le monde profane. Oui. Est-ce que vous pouvez développer? Oui. Alors, Norbert Wiener est juif, certes, mais sa biographie est assez paradoxale parce qu'il n'a pas été éduqué dans la religion juive. C'est un juif laïque, comme on pourrait dire aujourd'hui. En revanche, il y a un mythe, une légende qui plane sur la famille Wiener, c'est qu'elle serait les descendants de Maïmonide. Et donc, Wiener a vécu, si vous voulez, dans cette schizophrénie, quelque part, être à la fois descendant d'un grand penseur, qui est quand même, on peut dire, l'équivalent de saint Thomas pour la tradition juive, c'est-à-dire l'alliance de la théologie et d'Aristote, et qui a eu une influence considérable sur les penseurs juifs de la Renaissance et encore moderne, et le fait de ne pas avoir eu d'éducation religieuse. Et c'est vrai qu'il s'est lancé dans une course à cette quête de son identité. Ça, je pense que c'est un facteur qui marque la personnalité de Wiener, qu'on retrouve dans ses biographies. Alors, ce qui m'a effectivement interpellé en lisant Wiener, c'est l'aspect théologique de la cybernétique, déjà souligné par un autre auteur, il faut le dire, lui en sciences de l'information et de la communication, qui s'appelle Philippe Breton. Philippe Breton, dans l'utopie de la communication, alors, au détour de 2 pages, ce n'est pas plus, montre l'importance de cette question théologique, notamment parce que Wiener pose une question. L'organisation, c'est ce qui résiste à l'entropie. L'entropie étant la tendance générale de l'univers à se dégrader et à devenir homogène et indifférent. Et tout de suite, Wiener qualifie l'entropie comment dit-il, the arch enemy, l'ennemi principiel, le diable. Et donc, mais de quelle nature est ce mal? Est-il d'une nature gnostique ou d'une nature augustinienne? C'est la question que pose Wiener, et c'est sur cette question-là que porte le développement de Philippe Breton. Et donc, Wiener dit, il n'est pas gnostique, ce n'est pas, un démiurge qui représente le mal et qui conduirait l'univers à sa perte. C'est un mal augustinien en ce sens qu'il relève de l'imperfection et que donc on peut le soigner. Et donc il y a une sorte d'optimisme de Wiener, parce que pour lui, du coup, le travail du scientifique, par l'établissement des lois de l'univers, permet justement de contrer le mal sous sa forme augustinienne. Bon. Donc il y a d'emblée chez Wiener une portée théologique à sa théorie scientifique. Néanmoins, c'est vrai que cet aspect a moins retenu mon attention qu'un autre. Tout d'abord réveillé par le titre de son dernier ouvrage publié en 1964 qui s'appelle God and Golem. Le titre de l'ouvrage porte en lui-même les 2 mots de God and Golem, et pourtant, ce n'est pas le cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire qu'on trouve dans cet ouvrage que 2 mentions, de référence même, parce qu'il n'y a pas de développement lié à cela, 2 mentions au mythe du golem et du Maharal de Prague. Retournant à Cybernetics, écrit en 1948, donc 16 ans auparavant, je m'aperçois qu'il existe déjà une mention, une référence faite à ce mythe et à ce personnage. Et je me dis,
c'est présent au début, ce n'est donc pas que le testament spirituel bien scientifique, c'était présent dès le départ dans son interprétation de la cybernétique. Il choisit délibérément de donner à son dernier livre ce titre-là. Il me semble qu'il y a là une clé d'interprétation pour comprendre la cybernétique. Donc, si vous voulez, c'est un travail d'interprétation, d'herméneutique, d'horizon de sens sur la cybernétique. Alors, quand est-ce que Wiener mobilise justement le mythe du Konem? Maral de Prague est un penseur juif du XVIe siècle, de la Renaissance, contemporain d'Isaac Luria, un autre penseur, donc le lourianisme juif. Et cette période est dramatique pour le peuple juif, puisque le roi et la reine d'Espagne, en 1492, expulsent les juifs une fois de plus. Et cela suscite des interrogations profondément théologiques. Traditionnellement, on considère que l'exil fait partie de l'histoire du peuple juif, mais c'est un peu cet exil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça ne peut pas être simplement une succession d'événements. Et donc il va y avoir une prise en charge théologique de l'exil chez ces penseurs. L'exil va être promu quelque part, non plus au rang d'événement historique, mais de catégorie théologique. Et on trouve ça bien, justement, dans la théogonie de Luria, qui est assez connue et qui se résume en 3 temps. Le premier temps, Dieu se retire, c'est le Tzimtzum, pour laisser un peu de place au monde qu'il va créer. Donc il se contracte lui-même pour laisser un petit peu de place. Deuxième temps, c'est celui qu'on appelle la brisure des vases. C'est-à-dire que les réceptacles de l'univers n'étaient pas assez forts pour supporter de recevoir la lumière divine, et donc explosent et s'éparpillent dans l'univers. Et la dernière phase est celle du tikkun, ou de la réunion des éléments qui ont été justement éparpillés, dispatchés. Donc une théologie de l'histoire, on pourrait dire, par analogie avec une philosophie de l'histoire, en 3 temps. Eh bien, il me semble que l'entropie, dont il faut se rappeler que Wiener voit le principe du mal, s'explique pour Wiener en écho à la phase de la brisure des vases. L'entropie, c'est l'éparpillement d'éléments indifférenciés qui ne parviennent plus à former une organisation. Pour Wiener, la vie, c'est l'organisation. Et plus je promets la vie, donc plus je promeux l'organisation, plus je lutte contre l'entropie, et donc plus je me rapproche de la phase terminale donc, de cette théologie de l'histoire qui sera la réunion ou la réunification de tout ce qui a été dispersé. Et donc on assiste effectivement à une sécularisation, je reviendrai après sur ce terme, de la structure de cette pensée juive dans la cybernétique, et qui fournit à mon sens l'horizon d'interprétation de la cybernétique. Alors quel est ce déplacement ? Eh bien, c'est que dans la théologie juive, c'est le peuple juif qui est en charge justement de rétablir l'unité perdue. C'est sa mission proprement théologique. Dieu a choisi le peuple juif pour le faire. Évidemment, dans la cybernétique, il n'est plus question de peuple juif. Pour Wiener, ce sont les scientifiques qui, par leur travail d'élaboration des lois, participent à rétablir l'ordre de l'univers. Et on retrouvera ça encore, la même structure dans le management, dans le sens où le management, en favorisant la coopération, donc on revient sur le projet politique et messianique initial qu'on avait chez Taylor, mais amendé par la cybernétique, par la mise en place de structures de gouvernance à tous les échelons, puisque ça concerne aussi bien la petite entreprise dans laquelle on va introduire du management, que la collectivité territoriale, que l'État, que l'Union européenne, que la gouvernance mondiale. La force justement de l'organisation, c'est qu'on peut la penser à tous les niveaux, parce qu'elle évacue la singularité de chaque niveau justement. Donc, c'est ce que j'appelle
la fractalité de l'organisation, sa capacité à reproduire le même schéma, la même boucle de rétroaction à n'importe quel niveau. Eh bien, même les managers, sans le savoir, procèdent à une mission d'ordre théologique ou théopolitique, on pourrait dire. Il y a quelque chose de l'ordre de la théologie politique là-dedans, de rétablissement d'une unité perdue, mais qui, évidemment, dans le cadre des sociétés humaines, n'a jamais, me semble-t-il, existé. Voilà. Très bien. Alors passons maintenant à Heidegger. Oui. Alors, mission impossible, essayer de rappeler, disons, on dirait assez courte, qui est Heidegger et Oui. que fut Heidegger et sa pensée. Ah oui. Bien. Alors, on peut commencer par le début, c'est une bonne chose. Il est né en 1889 et décédé en 1976. Donc, 87 ans de présence au siècle. Bon, effectivement, le temps manquant, je vais peut-être me concentrer sur le fil directeur, comme je le perçois, de l'œuvre de Heidegger. Il me semble que le programme heideggerien est annoncé dans Sein und Zeit, donc paru en 1927, puisque c'était le seul livre qu'il a publié de son vivant, Husserl lui ayant demandé pour prendre un poste à l'université de Fribourg. Et dans Sein und Zeit, Heidegger écrit que l'important, selon lui, est de répéter la question de l'être. Et il me semble qu'on a là le fil directeur, la trame de l'œuvre d'Heidegger, quels que soient les Heidegger 1, 2, voire 3 qui ont pu être évoqués. D'ailleurs, c'est une constante d'entretien du cercle critique. À chaque fois que vous interviewez quelqu'un, on vous dit oui, on vous dit à Marx 1, Marx 2, Schmitt 1, Schmitt 2, Heidegger 1, Heidegger 2. Et force est de constater qu'à chaque fois, ce découpage est remis en cause. Il me semble être également le cas pour Heidegger. Il a peut-être simplement changé de focale, encore qu'il n'apprécierait pas cette expression. Le fameux tournant est celui de l'être selon Heidegger et non pas celui d'une volonté. Mais ce tournant, du point de vue de Mattei, c'est le même que celui de la caverne. Le chemin tourne pour le prisonnier dans la caverne. Et donc, on peut dire qu'Heidegger a essayé de donner une nouvelle vitalité à la philosophie grecque, à la pensée grecque, au monde grec de façon générale, non pas dans une espèce de retour à l'ancien et nostalgie stérile, mais dans le fait de se ressaisir au XXe siècle de leur message en son naissance et en leurs principes. Alors, donc dans votre ouvrage, vous mettez en lumière, là aussi quelque chose de pas forcément beaucoup traité dans les livres consacrés à Heidegger, qui est que Heidegger parle beaucoup de la cybernétique dans son œuvre. Alors, pouvez-vous préciser oui, par quel livre? Alors beaucoup, peut-être pas. Dominique Janico, qui a écrit un livre bien connu qui s'appelle sur la réception de Heidegger en France, a été notamment allé voir Derrida, et Derrida lui avait répondu cette phrase assez incroyable: finalement, la cybernétique aura été le seul souci philosophique de Heidegger. Enfin, quelque chose comme ça, je cite de mémoire. C'est peut-être aller un peu fort, si vous voulez, un peu loin. Mais force est de constater que dans les années 1960, donc c'est extrêmement daté, c'est pour ça que beaucoup, c'est aller un peu loin. Mais entre 1962 et 1967, à 5 reprises, dans 5 écrits différents, Heidegger fait soit référence, soit accorde des développements assez considérables à la cybernétique, dont il voit finalement le visage postmoderne, alors il n'aurait pas dit postmoderne, je le dis à sa place, post-industriel, de la technique.
et la technique avec un grand T, comme ultime phase de la métaphysique. Et ce qui intéresse particulièrement Heidegger, c'est même la substitution de la cybernétique à la philosophie. Et ça, c'est la réponse, la fameuse réponse qu'Heidegger donne au Spiegel quand les journalistes lui demandent « Et qu'est-ce qui remplace la philosophie ?» Il répond « La cybernétique ». Entretien réalisé en 1966 et paru en 1976 à sa mort. 2 ans avant, Heidegger, en 1964, donne un papier à Beaufret pour une conférence de l'UNESCO. Donc ce n'est pas Heidegger qui se déplace à Paris, c'est Jean Beaufret qui le prononce à sa place. Papier dans lequel il définit la cybernétique comme la théorie de l'organisation du travail. Donc quand on met toutes ces pièces ensemble, on se rend compte que Heidegger a peut-être vu dans quelque chose qui ne s'appelait pas management, mais en tout cas rationalisation du travail, où il dit planification ou organisation du travail, oui, quelque chose qui relève de la condition de possibilité même du Gestell, c'est-à-dire de l'arraisonnement généralisé. Et il a cette phrase assez incroyable qu'il écrit à Hannah Arendt, qui ouvre mon essai, je vais vous la citer pour faire ressortir l'importance du management, entre guillemets, pour Heidegger. Il dit à Arendt en 1950, « Et il m'est apparu clairement que l'organisation, mise entre guillemets, relève du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l'aune de l'histoire de l'être. » Autrement dit, il y aura un niveau encore plus fondamental de la technique et le Gestell, qui autoriserait l'innovation technique et la soumission contemporaine à la technique, qui est le niveau du management. Et donc c'est l'objet du livre que de commenter finalement cette citation et les occurrences de la cybernétique dans l'œuvre de Heidegger. Très bien. Eh bien, je renvoie à vos 2 ouvrages, de très bons ouvrages, Au fondement du management, théologie de l'organisation, volume 1, et Heidegger, la question du management, aux éditions Ovadia. Et merci beaucoup. Merci à vous.